Ce soir, nous parlons d'un sujet brûlant, le rapport à l'argent, et notamment le rapport à l'argent dans les familles, entre conjoints, avec les enfants, et puis mon rapport à l'argent de mois à mois, de comment je vis avec cette entité, comment je le gère, voilà, comment je suis moi avec l'argent. Donc, juste avant de commencer cette conférence, j'ai regardé un peu les infos et je me suis dit, mais dans quoi je suis en train de m'embarquer avec tout ce qui se passe actuellement, le prix de l'essence qui explose, avec l'inflation qui va augmentant, avec les pénuries de ci, de ça. Dans quoi je suis en train de m'embarquer, de venir vous parler d'argent ce soir et comment je vais faire pour vous en parler sans froisser les susceptibilités qui considèrent qu'actuellement la vie est grave, dangereuse, et comment on peut parler d'argent dans ce contexte particulièrement chargé. Et puis je me suis dit après que de toute façon, maintenant vous me connaissez, vous savez que je prends toujours les sujets, non par brousse-poil, mais complètement en diagonale de tout ce qui est politiquement correct, tout ce qui fait partie du récit collectif. Moi, je m'inscris toujours en diagonale avec ça, et que quand je parle d'un sujet, ben, je n'en parle pas sous l'angle dans lequel il est d'actualité et dans lequel il est habituellement enseigné et traité. Donc après tout, on s'en fiche. Vous me connaissez, vous savez comment je fais les choses. Et donc ce soir, je vous parle d'argent d'une manière générale et sans tenir du contexte très précis actuel. C'est comment, voilà, qu'est-ce que l'argent en général et comment on peut le gérer en général. Et puis après, on fera les petits ajustements avec la crise actuelle pour pouvoir quand même, voilà, s'adapter au contexte. Donc pour commencer, eh ben, un peu d'historique. L'argent a été inventé pour nous simplifier la vie à la base. Hein. Bon, nous avons tous une vision extrêmement négative de l'argent, surtout en France. Hein. En France, on a vraiment une vision très très noire de l'argent. On n'aime pas les riches en France. Hein. Je ne sais pas si ça nous vient de la Révolution française, salaud de riches, mais en France, on n'aime pas l'argent, on n'aime pas les riches. On adore se plaindre d'avoir des problèmes d'argent et toute personne qui gagne un peu d'argent est immédiatement regardée d'un sale œil. Et, et pour vous dire à quel point c'est présent, etc., dès qu'un présentateur donne son salaire à la télé, c'est un scandale qu'il gagne autant, etc., que les joueurs de foot gagnent 10 fois, 100 fois plus, c'est pas un problème, mais oulala, vous osez gagner 4 000, 5 000 euros, mais quel scandale. euh, on a vraiment ce problème avec l'argent de considérer que dès qu'on gagne plus de 3 000 euros, on gagne trop d'argent, sauf les footeux. Hein, on est bien d'accord. Ça, les gens qui jouent au foot, ils peuvent gagner tous les millions qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais les autres, on est considérés comme riches en France à partir de 3 000 euros. Ça veut dire à quel point on a mis le plafond bas, quoi, vraiment bas. Et pour vous dire aussi à quel point on n'aime pas les riches en France, j'ai des amis suisses qui m'ont dit que quand ils viennent en France, ils ont une voiture spécifique pour la France, une vieille Clio toute pourrie, parce que s'ils viennent en France avec leur belle voiture suisse, ils se la font abîmer et rayer. Vous vous rendez compte à quel point il y a une haine du riche, il y a une haine de l'intelligence à l'école, il y a une haine du riche ensuite. Et donc ça, c'est la première chose à s'interroger. Comment peut-on avoir un rapport sain à l'argent quand on développe cette espèce d'animosité envers les gens qui en gagnent, hein. Et comment ça ne donne pas envie d'en gagner aussi si dès qu'on a dépassé les 3 000 euros, on passe du côté de l'ennemi à abattre et des salauds de riches. Donc ça c'est la mentalité française et c'est tout le problème de la façon dont on pense l'argent actuellement. Alors qu'à la base, donc j'avais commencé à vous le dire, l'argent est un moyen qui a permis de faire du troc sur une base égalitaire et pratique. C'est pour ça qu'on a créé l'argent. C'est-à-dire qu'au début, j'imagine que les tout premiers trocs, c'était, eh ben écoute, je t'échange 5 fromages contre 3 kilos de pommes. Et puis, ça devenait compliqué de se trimballer les kilos de pommes, les fromages sous le bras. Et alors, quand on a voulu s'acheter des chèvres et des moutons, alors ça représentait combien en pommes, ça représentait combien en fromage, et une nuitée d'hôtel, je vais donner quoi? Des pommes, des fromages, mon mouton, enfin. Alors, à ce moment-là, le fait de donner une valeur fictive à une rondelle de métal qui permettait de dire tes 5 fromages équivalent à 3 kilos de pommes qui équivalent à un quart de mouton et donc à tant de pièces,
permettait vraiment de simplifier, de fluidifier les échanges sur une base très égalitaire. À la base, l'argent a été créé pour pouvoir faire du troc de manière simple, facile, constructive, parce qu'il est plus facile de se balader avec des rondelles de métal dans la poche qu'en trimballant ses cajots de pommes. Donc neutre l'argent, un bon moyen de permettre aux gens de faire du troc sur une base égalitaire, rien de plus, rien de moins. Qu'est-ce qui fait que tout ça a changé? Ben, c'est que l'être humain, c'est un petit malin et que les façons de faire du troc se sont vite multipliées et qu'il y en a qui ont commencé à introduire dans ces notions de troc le vol, l'escroquerie, hein, la prévarication, tous ces moyens-là de fausser les façons. Il y en a qui ont accumulé, il y en a qui se sont fait déposséder. Et donc le problème, ça n'est pas l'argent, c'est la façon dont les humains voilà, se débrouille avec des gens plus malins que d'autres, avec des gens plus cupides que d'autres, avec des gens plus honnêtes que d'autres. Et donc c'est tout ça qui a faussé le rapport à l'argent. Mais l'argent en lui-même est une énergie neutre. Et ça, il faut vraiment qu'on arrive à le comprendre. Le problème, c'est pas l'argent, c'est justement le rapport qu'on a à l'argent. Si j'ai un rapport à l'argent dans une logique de rareté et de peur, je vais évidemment être beaucoup moins honnête que si j'ai un rapport à l'argent dans une logique d'abondance et de partage, forcément, forcément. Donc, le problème, c'est pas l'argent, c'est notre rapport à l'argent. Et ça vaut vraiment la peine qu'on s'interroge tous sur notre rapport à l'argent, parce qu'il y a très peu de gens qui peuvent s'enorgueillir d'avoir vraiment un rapport neutre et sain à l'argent. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est d'autant plus important que l'argent devient de plus en plus virtuel. Avant, on avait quand même ces rondelles de métal qui avaient un équivalent or quelque part. Hein. Un louis d'or, c'était quand même de l'or. Maintenant, voilà, les monnaies ne sont plus si assujetties au stock d'or des pays. Il y a des histoires de dettes, de machin. Ça devient de plus en plus virtuel. Et avec le paiement sans contact, avec les cartes bancaires, avec le fait que bientôt on va pouvoir payer par téléphone, avec tous les nouveaux moyens et de recevoir de l'argent, l'argent se dématérialise de plus en plus. Donc, raison de plus pour faire face à l'argent avec de plus en plus justement de lucidité pour ne pas se laisser embarquer dans tout le côté virtuel. Avez-vous réalisé le nombre de gens qui peuvent se servir en accès direct sur votre compte? Donc si vous ne faites pas attention à l'argent, à qui prend quoi, pourquoi, combien, et qu'est-ce qui fait que brusquement ma note de téléphone a augmenté, et pourquoi ils se servent sans me demander mon avis, et qu'après il faut courir après pour essayer de rectifier les choses quand elles sont fausses, on va de plus en plus se faire plumer. Donc pour éviter de se faire plumer, moi je vous invite à être de plus en plus vigilant à l'argent. Et après, le côté virtuel de l'argent, il va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que dans notre rapport à l'argent, je dirais, il y a 80-90% de psychologique. Tout le reste, le matériel concret de l'argent, ça doit représenter 10% de notre rapport à l'argent. Tout le reste, c'est complètement ce qu'on en pense, ce qu'on en dit, ce qu'on croit. Euh, et, euh, et c'est que du vent, en fait, c'est que du vent. En développement personnel, il y a une petite histoire qu'on aime bien se raconter. C'est l'histoire d'un monsieur qui arrive dans une petite ville, dont il descend à la gare, il va à l'hôtel qui est en face de la gare et il dit bonjour, je voudrais réserver une chambre. Et il paye la chambre d'avance. On va dire que la chambre coûte 100 euros. Donc il donne un billet de 100 euros à l'hôtelier et puis il va se promener en ville. L'hôtelier, tout content d'avoir ses 100 euros, se dépêche de rembourser une dette au boulanger, qui lui-même, très content, se dépêche de rembourser une dette à on va dire, à la blanchisserie. La blanchisserie se dépêche de rembourser une dette au garagiste, qui lui-même se dépêche de rembourser une dette, etc., qui permet finalement au dernier de l'histoire de venir payer la dette qu'il avait à l'hôtel. Et donc le billet fait le tour du village pendant la promenade de l'étranger, qui revient finalement à l'hôtel en disant je suis désolé, j'ai eu un coup de fil, je dois partir, c'est important, est-ce que vous pouvez me rembourser? Et le billet étant de retour, l'hôtelier peut rembourser
l'étranger qui reprend son train avec son billet dans la poche. Et entre-temps, le simple billet de 100 euros a réglé toutes les dettes du village. Alors, on aime bien cette histoire en développement personnel, bien qu'elle soit un peu tirée par les cheveux, bien que s'il y a des gens économistes dans l'histoire, ils nous expliqueront que tout ça n'est pas possible, etc. Et pourtant, c'est quand même le côté virtuel de l'argent qui veut dire que, voilà, tout ça, c'est vraiment ce qu'on en pense plus que ce qu'on en fait. Donc, si tout le monde a pu régler leur dette dans le même village avec le même billet, c'est bien qu'il y a un côté extrêmement virtuel à la chose. Voilà. Donc, donc ça. Ensuite, il faut savoir que l'argent s'est progressivement chargé de symboles. Et plus ça a été, plus l'argent a été symbolique de plein de choses. Euh, à la base, l'argent, c'est une énergie neutre. C'est une énergie neutre. C'est un peu comme le gaz ou l'électricité. Vous pouvez vous en servir pour mettre le feu à la maison ou pour faire chauffer votre soupe, hein. C'est une énergie complètement neutre. C'est parce qu'on l'a beaucoup chargée de symboles que petit à petit, elle est devenue affectivement. C'est une énergie qui est devenue de plus en plus affectivement chargée. Donc, je vous ai listé un peu les grandes lignes de la symbolique de l'argent. Donc la première des symboliques de l'argent, c'est la vie, hein. L'argent, aujourd'hui, ça sert à vivre. On gagne sa vie. On est obligé de passer par le truchement de l'argent pour avoir de la vie, c'est-à-dire de la nourriture, un toit, la santé, etc. L'argent vie, on l'entend dans les expressions comme justement couper les vivres. Si je vous coupe les vivres, c'est que l'argent vous fait vivre. Se saigner aux quatre veines, hein, ça veut dire vraiment que l'argent est symbole de vie, etc. Euh, voilà, l'argent vie, c'est les médicaments, c'est la santé, c'est le soin, c'est l'alimentation, c'est le fait d'avoir un toit. Tout ça, c'est de l'argent vie. Et vous remarquerez que plus on vieillit, plus on va investir dans de l'argent vie. Les vieilles personnes se mettent à manger de plus en plus de médicaments, de compléments alimentaires. L'argent vie prend, hein, et quand on doit se faire soigner les dents, les yeux, etc., on voit bien que c'est de l'argent vie, de l'argent santé. Ensuite, l'argent, c'est du pouvoir. Plus vous avez de l'argent, plus vous avez du pouvoir. Vous pouvez acheter tous les gens qui sont achetables, mais vous pouvez aussi acheter, je me marre en même temps parce que euh, j'adorerais acheter un golf en fait. Si j'avais les moyens, je m'achèterais mon golf. Donc voilà, c'est du pouvoir, le pouvoir de faire ce qu'on veut, le pouvoir d'avoir des gens à son service, le pouvoir sur les autres aussi, mais également le pouvoir sur soi-même. Parce que quand j'ai de l'argent, j'ai le pouvoir de dire zut aux gens, j'ai le pouvoir de quitter un emploi qui ne me plaît pas, j'ai le pouvoir de sauter dans un taxi, de prendre un avion, de m'extirper de quelque chose qui ne va pas ou de faire ce que j'ai envie. Donc cet argent pouvoir, il n'est pas que négatif, c'est le pouvoir pour moi, sur moi aussi, c'est toute ma liberté, l'argent. Donc, donc il faut vraiment le voir comme ça. Ensuite, l'argent, c'est de l'amour, hein. Quand je fais des cadeaux, quand je gâte les autres, quand j'en prends soin, l'argent, c'est de l'amour. Alors ça peut être l'argent donneur d'amour, comme ça peut être l'argent acheteur d'amour, quand je fais des cadeaux avec l'idée d'être remboursé par de l'amour parce que j'ai donné, voilà, hein. C'est une façon de mettre l'autre en dette aussi, hein. Quand je donne trop, l'autre est en dette vis-à-vis de moi. Donc l'argent amour, il peut aussi être très nocif, hein. Si j'utilise l'argent pour rendre les autres moins autonomes vis-à-vis de moi, eh bien, dans ce cas-là, l'argent amour, je le fais payer aux autres d'une autre façon. Et puis, évidemment, il y a l'argent sexe, quand on se permet d'acheter les prestations et le sexe chez quelqu'un d'autre. Et l'argent sexe, eh ben, c'est pas que la prostitution. Autrefois, il y avait les fameuses dots qui accompagnaient les mariages, hein. Donc, l'argent sexe, il existait aussi à ce moment-là. Pendant des millénaires, eh bien, évidemment, les hommes ont eu beaucoup d'argent de pouvoir et beaucoup d'argent sexe, et les femmes, eh bien, elles se contentaient de l'argent amour et de l'argent vie, hein, quand on était dépendante des hommes.
Et tout ça s'est bouleversé au fur et à mesure que les femmes ont commencé à en gagner en autonomie. Mais vous voyez encore qu'aujourd'hui, on bride le pouvoir des femmes en entreprise en leur donnant 20% de salaire en moins que les hommes. Que encore aujourd'hui, les hommes ont du mal à supporter qu'une femme gagne plus d'argent qu'eux. Et que le fait que les femmes gagnent leur vie et gagnent de l'argent, eh ben, elles ont commencé à revendiquer aussi de l'argent sexe. C'est-à-dire que maintenant, les femmes réclament leur droit au plaisir au même titre que les hommes. Et ça fait pas toujours l'affaire des hommes, de certains hommes en tout cas, qui se disent, mais quand même, ces femmes, elles sont de plus en plus exigeantes. Et si on n'a plus le pouvoir de l'argent sur elles, qu'est-ce qui nous reste? La plupart du temps, les malentendus et les disputes à propos de l'argent viennent du fait que nous ne discutons pas de la même chose et que au moment où on parle d'argent, il y en a un qui va parler de prestige, de pouvoir, etc. et l'autre va parler d'amour et d'autres choses. Par exemple, en entreprise, quand un employé demande une augmentation de salaire, ce qu'il demande, c'est de la reconnaissance de son travail et de sa compétence, là où le patron va recevoir la demande d'augmentation de salaire comme une augmentation de ses charges. Donc, évidemment, voilà, comment jongler avec les deux, comment euh, ne pas blesser son employé en lui disant je ne t'augmente pas, ça veut dire tu ne vaux rien et ton travail ne vaut rien, et comment jongler avec l'augmentation des charges d'un côté, etc. De la même façon, dans les divorces, par exemple, la pension alimentaire, c'est de l'argent vie, puisque c'est pour nourrir les petits, les habiller, les éduquer, etc. Du côté de celui qui reçoit la pension, de celui ou celle qui reçoit la pension, et du côté de celui qui la donne, souvent les hommes vivent ça comme une punition et comme un remboursement de sexe quelque part, hein. Au lieu de voir tout l'argent vie que ça va permettre à ses enfants de vivre bien, il y a des hommes qui se sentent mis à l'amende et qui se sentent punis par une pension alimentaire. D'où le nombre de pensions alimentaires impayées, parce qu'elle n'est pas vécue par celui qui doit la verser comme étant quelque chose de normal et qui fait partie de la vie et de l'élevage des enfants. Donc tous ces malentendus génèrent effectivement beaucoup de frustration de part et d'autre. Et en parallèle, il faut savoir que nous sommes dans une société qui se veut romantique avec l'argent, parce que ça arrange énormément les gouvernements et les patrons que vous ne sachiez pas compter. Ça encourage aussi beaucoup, enfin, ça arrange aussi beaucoup les commerçants, vous ne sachiez pas compter. Donc, on a un rapport à l'argent où on encourage les populations à être ignares en matière de budget, mais vraiment ignares, à avoir un comportement infantile et compulsif avec l'argent et à mettre le plus possible les gens en dépendance par rapport à l'argent pour que effectivement il ne la ramène pas trop. C'est-à-dire que quelqu'un qui touche des allocations et des machins, il va moins la ramener que quelqu'un qui gagne sa vie et qui n'a pas besoin de l'État pour survivre. Donc il y a actuellement une opération qui consiste à vous appauvrir, 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 tout en faisant en sorte que vous ne sachiez pas compter, et à vous redonner petit à petit par prime, hein, des chèques vacances, des chèques restaurants, une prime de rentrée, l'argent qu'on vous vole de l'autre côté en ne vous payant pas correctement. Ça ne devrait pas exister, des primes de rentrée, des chèques vacances, etc. Parce que de toute façon, c'est vous qui les payez. Vos chèques restaurants, c'est vous qui les payez, en grande partie. Et donc, il y a dans ce capitalisme romantique une envie de maintenir une idée fantasmée de l'argent, une idée fantasmatique de ce que l'argent devrait être. Et là, en ce moment, en plus, c'est les soldes. Donc, vous voyez, c'est un humoriste qui avait dit ça. Au moment des soldes, vous avez tout loisir de voir comment vous vous faites arnaquer le reste de l'année. Puisque si on peut vous faire 70% de réduction sur un article, vous imaginez la marge que ça représente pour le commerçant. Donc méfiez-vous de ce capitalisme romantique que je trouve aussi dramatiquement incarné dans le film Pretty Woman. Pretty Woman, c'est un escroc qui s'achète une prostituée. Il n'y a pas d'amour dans cette histoire. Il n'y a pas d'amour. C'est un escroc qui s'achète une prostituée et c'est une prostituée qui profite des moyens de l'escroc. La scène de shopping de Julia Roberts avec la carte bancaire de Richard Gere,
fait fantasmer la plupart des filles. C'est le moment le plus romantique de ce merveilleux film, c'est quand elle peut faire toutes les boutiques très chics avec la carte bancaire de Richard Gere. Là, voilà. Mais réfléchissez un peu, ce serait pas plus malin de faire les boutiques avec votre propre carte bancaire? Et quel est l'intérêt de claquer du pognon, de claquer du pognon, de claquer du pognon, si j'ai juste besoin d'aller m'acheter un gilet noir pour aller avec ma tenue? Il faut vraiment réaliser que ça, c'est du capitalisme romantique. C'est Picsou dans toute sa splendeur. C'est vraiment une idée de l'argent qui est complètement faussée. Et, et de ce capitalisme romantique, eh bien, figurez-vous que nous nous retrouvons exactement dans le même problème que les problèmes alimentaires qu'on peut avoir avec la malbouffe et les produits trop transformés. Eh bien, on développe des névroses qui sont directement liées à l'argent. Vous avez des gens qui sont des dépensiers compulsifs. Vous avez des gens qui sont d'une avarice sordide. Vous avez des gens qui ont des hauts des bas, qui ne savent plus où ils en sont avec l'argent, qui sont vraiment euh, dans, une véritable dépendance à l'argent. Et la dépendance à l'argent, c'est aussi le fait de faire l'autruche et de ne pas vouloir voir ses comptes et de ne pas vouloir savoir que je suis à découvert et compter sur une intervention magique pour solder mes problèmes financiers, hein. Le prince charmant qui va sonner à ma porte ou le billet de loto qui va me permettre de rembourser toutes mes dettes, etc. On, Pratiquement la plupart des gens se retrouvent dans ce problème de dépendance à l'argent. Alors, comment savoir si vous avez un problème de dépendance à l'argent? Eh bien, c'est exactement le même problème que dans toutes les autres dépendances. Les gens qui ont des problèmes de dépendance à l'argent ont des sautes d'humeur spectaculaires, donc liés à l'argent, hein. Des moments d'euphorie, c'est bon, j'ai touché ma paie, etc. Des moments où ils sont plombés, mince, je suis encore à découvert, etc. Ces sautes d'humeur spectaculaires sur un énorme fond d'angoisse. Ce sont des gens qui vivent dans le flou entre l'amnésie et le déni, hein. Donc ils regardent pas trop leurs comptes, ils essayent de pas trop regarder les factures. Il y a des gens qui n'ouvrent jamais leur relevé bancaire, hein, qui veulent surtout pas savoir où ils en sont. Et puis au moment où ils y font face, ils sont effondrés, paniqués, et tout de suite derrière se remet en route le déni. La pensée magique, hein, euh, ça va s'arranger par l'opération du Saint-Esprit. Je vais découvrir que j'ai un vieil oncle, l'oncle d'Amérique, qui m'a légué son héritage. C'est vraiment ce genre de comportement. Et tout ça génère une estime de soi très basse. Et une estime de soi très basse qui arrange aussi les gouvernements, qui arrange aussi les commerçants, qui arrange aussi les banquiers, parce que quelqu'un qui a une estime de lui très basse ne la ramène pas trop. Et cette estime de soi très basse, cette honte qu'on vous fait d'être pauvre ou d'être immature avec l'argent, commence très tôt, puisque c'est dès l'école que les enfants ont honte de ne pas avoir les sous pour la sortie scolaire ou qu'ils ont honte que leurs parents n'aient pas payé la cantine. Donc la honte d'être pauvre, on vous la fait peser de tout son poids sur vous, alors que on fait tout pour que vous n'ayez aucun sens de l'argent. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Il y a quelques temps de ça, l'Union européenne s'est penchée sur la nécessité d'enseigner la gestion de budget à l'école. Ce serait une bonne idée, ça, d'enseigner la gestion de budget à l'école. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des pays qui étaient contre. Et la France a fait partie des pays qui étaient contre enseigner la gestion de budget au collège. Qu'est-ce qui peut faire qu'un pays soit contre le fait qu'on sache gérer un budget? Vous vous rendez compte? C'est quand même assez dramatique. Et en France, on a cette particularité supplémentaire de se vanter d'être nul en maths. On enseigne mal les maths, hein. On est un des pays qui enseigne le plus mal les maths. Dès le primaire, c'est mal enseigné, donc c'est de nature à dégoûter les élèves des maths. On a même considéré que les maths c'était quelque chose de facultatif, on l'a enlevé à l'école récemment, qui se sont dit, oh ben mince, il faudra peut-être le remettre. Donc on fait tout pour que vous ne sachiez pas compter, on fait tout pour que vous ayez honte d'être pauvre, on fait tout pour que vous soyez dans le capitalisme romantique, hein. Maintenant, pourquoi allez-vous craquer aujourd'hui? Sur quoi vous allez vous faire plaisir au lieu de faire vos comptes?
Vous, vous voyez à quel point il y a cette volonté de vous empêcher d'être lucide et factuel avec l'argent. Donc, moi, ce que je vous propose, eh ben, c'est de faire face au problème. C'est comme ça qu'on peut vraiment se sentir mieux avec l'argent. Donc, quand on a tous ces problèmes-là, la première chose, c'est d'abord d'admettre qu'il y a un problème. C'est ce que je suis en train d'essayer de vous proposer. Réaliser que oui, on a un vrai problème avec l'argent et que ce problème, il est voulu et il est entretenu. Donc ça vaut le coup de regarder des tutos gestion de budget, d'acheter des bouquins, hein, l'économie pour les nuls ou gérer un budget pour les nuls, de se renseigner vraiment sur ce que c'est qu'une gestion de budget objectivement. Ensuite, donc une fois qu'on a compris qu'il y avait un vrai problème, y faire face avec lucidité. Oui, je suis nul dans ma gestion d'argent, il faut que j'y fasse quelque chose. Et après, ben, ce quelque chose, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Moi, je peux vous donner quelques pistes, mais après, c'est un peu chacun qui va choisir. Accepter qu'on a un problème avec l'argent et qu'il faut le résoudre. Apprendre à déjouer les manipulations des commerçants, des banquiers, des gouvernements. Prendre un on peut prendre un calepin et noter tous ces mouvements d'argent, ce qui permet à un moment donné de voir où est-ce que l'argent est investi, où est-ce qu'il est gaspillé, où est-ce qu'il est utilisé intelligemment, etc. Ouvrir, vraiment, aller consulter ses comptes régulièrement, faire face à tout ce qui est dépenses inutiles. Ça fait combien de temps que j'ai pas résilié cet abonnement dont finalement je me fiche, un abonnement à une revue que finalement j'ai jamais le temps d'ouvrir, ou un abonnement ben, à une plateforme de quelque chose et puis finalement ça me revient tellement cher par rapport à ce que j'en fais usage, etc. Apprendre les bases de la gestion financière et après faire un vrai retour à la postérité, se mettre en règle, régler ses dettes, anticiper, prévoir les factures, annualiser quelque part. Au lieu de faire mensuellement, annualiser. Il y a des choses, on les paye à certains moments et d'autres. Et puis, restaurer son estime de soi. Pour rendre le budget accessible aux enfants, moi je pense vraiment qu'il faut que les parents insistent de plus en plus pour que les jeunes soient formés dans les collèges à gérer un budget. Et il faut que les adultes arrêtent de se vanter d'être nuls en maths. C'est consternant le nombre d'adultes qui ricanent en disant ah, j'étais nul en maths, c'est nul les maths, c'est chiant les maths, etc. Et donc, en attendant que ça se fasse comme ça, il faut aussi qu'on fasse attention à nos discours avec l'argent pour nos enfants. C'est vraiment important. Qu'est-ce que je dis à mes enfants? Est-ce que je leur dis salaud de riche et gentil pauvre? Est-ce que je dis bande d'escrocs? Qu'est-ce que je dis de l'argent à mes enfants? Est-ce que je leur apprends à être en paix avec l'argent? Et je vais vous raconter une petite anecdote. Quand mon fils avait, il avait 9 ans, je crois, et on descendait de mon immeuble. Enfin, euh, voilà, la situation merveilleuse. On sortait de l'immeuble et je passais au local aux poubelles pour poser la poubelle. Et en passant au local aux poubelles, mon fils me dit maman, tu préférerais vivre dehors ou dans le local à poubelle? Alors, en plus, moi, je commence à réfléchir. Dehors, il fait froid, ça pue. Puis au bout d'un moment, j'ai dit mais pourquoi tu veux qu'on aille vivre dans un local à poubelle ou dehors? On vient d'acheter un appartement. Et mon fils me dit mais parce que tu dis toujours que tu n'as plus de sous. Et là, je réalise. Je lui, je lui dis que j'ai plus de sous parce que justement, on vient d'acheter un appartement. Donc, on a mis tous nos sous dans un appartement. Et, et alors, au lieu de le rassurer, tu as un toit puisqu'on a acheté un appartement, je lui fais peur en disant on n'a plus de sous, on n'a plus de sous, on n'a plus de sous, ça je peux pas te l'acheter, on n'a plus de sous. Donc, c'est là aussi où c'est important de réaliser qu'est-ce qu'on véhicule dans tout ça. Il faut apprendre à être précis. Au lieu de dire à nos enfants on n'a plus de sous ce mois-ci, dire on a l'argent qu'on a ce mois-ci va servir à payer les factures, la nourriture, etc. Et on n'a pas de sous de rab pour des jouets ou pour des trucs. Et puis de toute façon, on peut aussi dire non, je t'achèterai pas de jouets. C'est pas prévu dans le budget, ça fait pas partie des priorités de mon budget. Plutôt que de dire j'ai pas de sous et de faire flipper nos enfants. Ensuite, pour que nos enfants puissent être en paix avec l'argent, ben moi je fais partie des partisans de l'argent de poche. Je suis aussi partisane du revenu universel, hein, d'une manière plus générale. Donc je pense qu'il faut que les enfants aient de l'argent de poche, parce que c'est en ayant de l'argent de poche qu'on apprend à gérer un budget. Et alors par contre, on donne de l'argent de poche et on ne fait pas crédit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas
habituer nos enfants à dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Parce que nous sommes déjà, nous adultes, beaucoup trop enclins à faire, hein. Pensez un petit peu à tous les crédits que vous avez. Vivre sans crédit aujourd'hui, c'est très très rare. Donc, n'habituez pas vos enfants à dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Donc, de l'argent de poche, mais pas d'avance sur argent de poche. Et c'est là qu'on va commencer à voir les choses. Je vous redonne des exemples tirés de mes enfants, toujours mon petit garçon. Euh, donc son argent de poche à l'époque c'était 10 francs, c'était beaucoup, hein. Il avait beaucoup d'argent de poche. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il avait ces 10 francs? Eh ben, une fois où on était à la plage, alors pour les années-ci on était à la plage de Sevrier, il se rue au bar de la plage de Sevrier, il va échanger sa pièce de 10 francs contre des pièces de 2 francs et il met toutes ces pièces de 2 francs dans l'espèce de machine à sous où il tombe des trucs parce qu'il avait repéré une bague qu'il voulait offrir à son amoureuse. Et il s'est retrouvé avec une araignée, il s'est retrouvé avec plein de trucs, mais pas la bague. Et donc après, il avait dépensé ses dix francs. Il a fait vite, hein. Il venait d'avoir son argent de poche, il a dépensé ses 10 francs. Il a pleuré tout l'après-midi. Il hurlait que la boîte, c'était une boîte, la boîte distributeur, c'était une boîte escroc, etc. Et donc dans ces cas-là, ben, on console et on explique que si vraiment tu veux offrir une bague à ta petite amie, il vaut mieux que tu l'achètes plutôt que tu comptes sur le côté aléatoire d'une machine à sous, quoi, quelque part. Ensuite, je pense que vos enfants vous font ça aussi. Au moment où on passe en caisse au supermarché, ils ont envie, tu veux pas m'acheter tel lit, tu veux pas m'acheter tel truc, tel disque, tel machin. Et vous remarquerez que quand vous dites à vos enfants, bah, tu as ton argent de poche, tu peux, si tu veux te l'offrir, tu peux, tu as ton argent de poche. Oh, bah, si c'est mon argent de poche, alors c'est beaucoup moins important de le prendre. Donc tout ça, c'est des apprentissages qui sont hyper importants. Et donc moi, je suis d'avis que plus nos enfants grandissent, plus il faut qu'ils aient d'argent de poche et plus ils aient de choses à la charge de leur argent de poche. Parce que c'est comme ça qu'ils vont apprendre la différence entre justement l'argent de poche et un salaire et les charges fixes, etc. Et moi, je suis d'avis que les jeunes de 15, 16, 17 ans aient vraiment beaucoup d'argent de poche et un budget fringue et un budget téléphone et un budget sortie, etc. pour qu'ils apprennent justement que quand on a un budget fringue, et ben, si on sait acheter des baskets hors de prix avec tout le budget, ben après on est comme un idiot, on a des caleçons troués et on n'a plus de chaussettes. Donc tout ça, c'est des très bons apprentissages à faire à vos enfants. Et puis, un petit mot pour conclure sur nos amis les pense-trop, hein, qui ont un rapport à l'argent particulièrement problématique parce que la plupart des pense-trop disent que l'argent ne les intéresse absolument pas. Ils se veulent grands seigneurs avec l'argent ne les intéresse pas, alors que c'est une énergie neutre, je vous rappelle, et comme l'argent ne les intéresse pas, eh ben, ils se laissent plumer sans réagir, et ils ne facturent pas, ils sont d'une générosité sans limite, sachant que dans le modèle du monde d'un pense-trop, c'est si tout le monde donne tout, on est tous riches, ce qui ne serait pas faux, mais dans un autre monde. Hein, on est bien d'accord, effectivement. Mais vous ne montrerez pas l'exemple en vous laissant plumer par tout le monde. Et donc, moi, je vois ça aussi. Vous vous mettez souvent dans une précarité qui est complètement artificielle. Et je donne ces exemples dans mon livre Je pense mieux, où je fais un chapitre sur l'argent, où une jeune fille me dit qu'elle prend qu'une séance avec moi par mois parce que ça coûte vraiment très cher et qu'elle a un petit budget. Et puis, très peu de temps après, eh ben, dans la conversation, elle me dit qu'elle donne gratuitement des cours d'allemand 2 fois par semaine à sa petite voisine. Voilà. Donc, si elle facturait ses cours d'allemand, elle aurait de quoi se payer plus de séances si elle voulait. Et en discutant encore plus, je me rends compte que elle est coutumière du fait de donner des cours gratuits à tout le monde. Donc, on inverse le truc. Je lui dis, et si vous rencontriez quelqu'un qui voulait vous donner des cours d'informatique ou de piano gratuitement, est-ce que vous accepteriez? Et là, elle me dit, ben non, je serais trop gênée, j'aurais besoin de payer. Voilà. Moi, je peux donner des cours gratuits, je mets les autres en dette, je ne demande rien. Et inversement, quand moi, je pourrais recevoir, bizarrement, ça ne marche plus dans ce sens-là. Donc, je vous invite vraiment à vous interroger sur ça. Et c'est pour ça que dans mon livre Je pense mieux, j'ai vraiment insisté sur un principe chamanique que je trouve extraordinaire, extrêmement compliqué à mettre en œuvre. L'échange, alors pouf pouf, je vous la refais, l'échange chamanique égalitaire
qui consiste à ne pas donner plus qu'on ne reçoit pour ne pas déséquilibrer la relation. Et je trouve que c'est d'une grande justesse. Ne pas donner plus qu'on reçoit pour laisser un équilibre des pouvoirs et pas faire que qu'on soit tout en haut, nous, braves et généreux, et l'autre complètement en dette devant nous dire merci et nous embrasser les pieds. L'échange égalitaire chamanique, c'est pour moi ce qui est le plus juste et le plus difficile à mettre en œuvre, parce que ça veut dire que je mesure avec beaucoup d'objectivité la valeur de ce que je donne et la valeur de ce que je reçois. Or, la plupart des penstreaux sont des hypertrophiés de la gratitude. Ils donnent énormément d'importance à ce qu'on fait pour eux et très peu d'importance à ce qu'eux font pour les autres. Donc il y a un moment donné, il faut rééquilibrer tout ça. Des fois, je m'énerve en séance. Je dis aux gens, oui, mais c'est bon, il a passé un coup de fil. Oui, mais ce coup de fil a changé ma vie. S'il n'avait pas passé le coup de fil, je lui dois. Oui, certes, mais pour lui, ça n'était qu'un coup de fil. Hein, au lieu, vous n'avez pas lui embrasser les pieds toute sa vie parce qu'il a passé un coup de fil qui... Voilà. Vous voyez, cette hypertrophie de la gratitude, elle est malsaine aussi, elle est malsaine. Donc, redonner sa valeur juste aux choses, la valeur de ce que je donne, la valeur de ce que je reçois, et oser demander le prix pour ce que je donne. Parce que il faut vraiment réaliser aussi que vous cassez le marché en faisant les choses gratuitement. C'est-à-dire que cette jeune fille qui donne des cours d'allemand gratuitement à sa petite voisine, eh bien peut-être elle prive un étudiant qui aurait pu facturer ses cours d'allemand et lui pouvoir payer ses études avec. Quand, en tant que pense-trop, pour prouver votre valeur avec votre énergie, votre intelligence, votre dynamisme, vous assurez le poste de 3 personnes dans une entreprise pour le prix d'une seule, vous cassez le marché. Donc il faut revenir à quelque chose de très équilibré. Il faut vraiment savoir que ce que vous faites a de la valeur et que ce que l'autre donne a une valeur et que le prix, c'est pas ce que l'autre peut payer, c'est ce que vous pensez que ça vaut, tout simplement. Donc maintenant, vous allez réfléchir à tout ça en disant, voilà, tout ce que j'ai donné gratuitement, c'est autant de ma propre valeur que j'ai complètement dévalorisé. Parce que ce qui est gratuit n'a pas de prix, donc pas de valeur. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est une petite phrase que j'aime beaucoup aussi. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc attention à tout ce qu'on vous propose gratuitement. C'est autant qui peut vous piéger complètement. Ensuite, ça n'empêche pas la générosité. Dans un budget équilibré, il faut assurer ses charges, assurer une partie plaisir, assurer une partie économie. C'est hyper important que vous arriviez à économiser, si possible, au moins 10% de vos revenus pour pouvoir mettre en route quelque chose. Moi, je pense qu'on est libre à partir du moment où on a 6 mois d'autonomie devant soi. 6 mois d'autonomie financière devant soi, on commence à être bien libre. Et donc 6 mois de salaire à peu près pour pouvoir avancer. Et ensuite, ça n'empêche pas que vous ayez votre portion de générosité, c'est-à-dire vos bonnes heures, ce que vous avez envie de donner gratuitement, comme là ce que je suis en train de faire actuellement. Un Facebook Live, c'est gratuit, mais je fais plein d'autres choses payantes à côté. Donc c'est mon petit côté généreux à moi, de faire en sorte de partager des choses, mais pour le reste, je me fais payer. Tout n'est pas gratuit dans ce que je fais, heureusement. Et après, avoir des tarifs qui sont adaptés effectivement à ce que vous voulez. Moi, je fais en sorte de rester dans des tarifs qui sont accessibles, notamment avec mes livres. Et en même temps, il y a des choses, je pense que c'est OK de les facturer parce qu'il y a un niveau de compétence, d'expertise, d'ancienneté, de compréhension des problèmes qui méritent une expertise, ça se paye aussi. Donc voilà tous les moyens de se réconcilier avec l'argent pour ne plus vivre artificiellement dans une grande précarité, pour ne plus euh, bah, adhérer à l'obligation d'avoir ce capitalisme romantique qui fait de vous des gens honteux et immatures, et reprendre finalement une attitude très très adulte avec l'argent pour pouvoir la transmettre à vos enfants. Voilà, j'espère que vous avez maintenant plein de clés. Je voudrais vous recommander un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Père riche, Père pauvre
de Robert Kiyosaki, qui est un best-seller et qui donne aussi une vision encore plus panoramique de l'argent et de comment l'argent doit circuler dans nos vies pour ne pas rester dans le piège à rat, comme il dit, hein, le piège à rat de travailler et de payer ses factures et comment sortir de ce piège à rat et avoir une vision plus large de l'argent. Je vous dis très bonne soirée à vous et à très bientôt, j'espère. Comptez bien vos sous et ne vous laissez plus prendre pour un pigeon. À bientôt. Au revoir.